Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour l'épisode 79 de Parlons Constitution. Aujourd'hui, on va se poser cette question. Est-ce qu'il y a un risque d'institution Frankenstein avec la constitution qu'on a construite dans cette série? Mais alors, c'est quoi des institutions Frankenstein? Qu'est-ce qu'on entend par là? D'abord, j'aimerais vous dire que c'est une expression que j'ai entendue en fait en cours magistral pendant mes études de sciences politiques, où il y avait un professeur de droit constitutionnel qui a discuté de la possibilité d'institution Frankenstein. Et en fait, ce que ça voulait dire, c'est en fait, ça désigne une pratique d'une constitution qui est détournée de l'esprit initial de cette constitution. En gros, c'est quand ça ne se passe pas comme les constituants l'avaient pensé. Même si les constituants ont choisi de mettre tel pouvoir pour avoir tel résultat, en fait, dans la pratique, eh bien, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et c'est ça, c'est lorsque la créature échappe au créateur. Lorsque les constituants ont fait une constitution qui leur échappe avec des résultats dans la pratique qui ne sont pas ceux espérés, qui ne sont pas ceux qui étaient voulus à la base. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça illustre parfaitement la différence entre régime politique et système politique qu'on avait déjà vu à l'épisode 10 sur les régimes et systèmes politiques. Et pour rappel, le régime politique, c'est l'organisation formelle du gouvernement d'un État, alors que le système politique, c'est quelque chose de plus large. C'est le mode d'organisation d'un État en général, en prenant en compte le régime politique, la pratique politique, l'organisation sociale, la structure économique, etc. Et attention aussi à ne pas confondre les institutions Frankenstein avec des changements de régime politique dus à des révisions constitutionnelles. S'il y a des révisions constitutionnelles, c'est que le constituant intervient et donc il change l'esprit de la Constitution, il change ce qu'il voulait dans la Constitution. Forcément, ça provoque des changements dans le régime et dans la pratique politique. Mais là, c'est voulu. Alors que la Frankensteinisation, oui, c'est un peu compliqué, on va parler juste d'institution Frankenstein, mais on peut dire la Frankensteinisation pour dire qu'elle va être différente dans la pratique de ce qui était prévu dans la théorie. Et tout ça, les questions de Frankensteinisation, ça nous amène à notre partie 2. Comment ça pourrait arriver? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une Frankensteinisation d'une constitution? Comment est-ce que des institutions Frankenstein pourraient exister? Comment elles pourraient arriver? D'abord, par un manque de précision de la Constitution. Eh oui, si la Constitution est imprécise, alors elle va avoir du mal à s'imposer et surtout à s'appliquer conformément aux idées du constituant parce que on a du mal à comprendre ce qu'il voulait dire. On a du mal à savoir qu'est-ce qu'ils espéraient. Aussi, moins de précision, c'est plus de marge de manœuvre pour les acteurs pour agir de différentes manières et donc pas nécessairement comme le constituant l'avait espéré, l'avait désiré, l'avait pas vraiment écrit puisque c'est pas assez précis. Et c'est lié à notre deuxième point, ce sont les cas nouveaux qui sont non prévus par la Constitution. Le constituant n'avait pas pensé à des cas qui n'existaient pas encore, et donc il y avait des cas qui n'étaient pas prévus dans la Constitution, alors l'adaptation à ces nouveaux cas peut engendrer une différence de pratique qui va contre l'esprit, ou en tout cas qui s'éloigne de l'esprit de la Constitution initiale. Ça peut être aussi parce que les acteurs inventent progressivement des conventions de la Constitution et ou des coutumes constitutionnelles. C'est ce qu'on avait vu à l'épisode 1, les conventions et les coutumes constitutionnelles. Je rappelle rapidement ce que c'est. D'abord, la coutume constitutionnelle, c'est en fait une règle non écrite concernant la Constitution ou le fonctionnement des organes supérieurs de l'État. Pour qu'il y ait une coutume, faut qu'il y ait une habitude qui se crée. Ça peut être une règle supplémentaire, qui n'est pas contre la Constitution, mais qui est nouvelle et qui ajoute des choses à la Constitution, détournant ainsi un petit peu l'esprit de la Constitution. Et ces coutumes peuvent être reconnues par les acteurs, mais aussi par le juge lui-même, le juge constitutionnel. Les conventions de la Constitution, elles, ce sont des règles non écrites aussi, qui sont reconnues et suivies par les acteurs politiques d'un État, tout en n'ayant pas été identifiées par le juge comme ayant une valeur constitutionnelle. Et c'est ça la grande différence. La coutume, c'est reconnu par le juge. Les conventions, ce n'est pas reconnu par le juge. Et ces règles non écrites reconnues et suivies par les acteurs politiques d'un État concernent évidemment le fonctionnement des organes supérieurs de l'État, et plus précisément la pratique des acteurs politiques composant ces organes.
En fait, par des pratiques renouvelées, eh bien, ça crée des conventions de la Constitution. Et si c'est reconnu par le juge, alors ça devient des coutumes constitutionnelles. D'ailleurs, ces conventions et coutumes constitutionnelles, c'est pas nécessairement des choses qui sont pensées et réfléchies. Ça peut naître sans qu'il y ait de volonté derrière par les acteurs. Bien sûr, les acteurs ont leur volonté pour agir de telle ou telle manière, mais la création d'une règle à partir de leurs actions, de leurs pratiques, ce n'est pas nécessairement de leur volonté. Il n'y a pas forcément d'intention derrière de créer une convention ou une coutume constitutionnelle. Bien, maintenant qu'on a revu ce point-là, qui est un point important, passons aux autres cas qui pourraient conduire à une frankensteinisation de la Constitution. Ça pourrait être par des lois inconstitutionnelles non censurées par le juge constitutionnel. Ainsi, ces lois viendraient intervenir contre la Constitution et donc déformeraient sa pratique. Et là, ce serait dû à une défaillance du juge constitutionnel. Il peut y avoir une autre défaillance qui ne vient pas ici de lois non censurées, mais directement de l'interprétation faite par le juge constitutionnel de la Constitution. Il peut y avoir des interprétations créatrices abusives. On en avait déjà parlé dans l'épisode sur le risque de gouvernement des juges. Et donc c'est important de le rappeler, ça reste un risque. Les interprétations abusives de la Constitution par le juge constitutionnel, c'est un vrai risque de frankensteinisation de la Constitution. Alors oui, j'avais dit que je n'allais pas trop utiliser ce mot de frankensteinisation, mais moi je le trouve un peu rigolo. Donc on va continuer à l'utiliser. Bref. Ensuite, on a un déséquilibre des pouvoirs en faveur d'un pouvoir autoritaire. Là, c'est directement la Constitution qui aurait mal fait les choses en créant un déséquilibre des pouvoirs, rendrait un pouvoir trop fort, involontairement, ou pas d'ailleurs, et ce pouvoir trop fort viendrait modifier la pratique de la Constitution en muselant d'autres pouvoirs, en modifiant des choses, en appliquant pas entièrement, en se permettant des choses qui ne sont pas prévues par la Constitution ou en faisant taire d'autres pouvoirs, d'autres acteurs qui ne pourraient pas agir pleinement comme ils le devraient. Et ainsi, les institutions agiraient différemment de ce qui était prévu. Donc, institution Frankenstein. Il peut aussi y avoir un assemblage tout simplement théorique d'éléments issus de régimes politiques différents, mais qui en pratique ne fonctionnent pas, ou pas comme prévu. Là encore, on est dans l'erreur commise par le constituant, qui aurait essayé d'assembler voilà, des choses qui sont trop différentes, et qui devraient fonctionner, en tout cas dans la tête du constituant, mais qui en pratique ne vont pas fonctionner. Et ça, c'est le gros risque quand ce sont des théoriciens qui font des constitutions, et je le dis aussi pour moi, par cette constitution, c'est un risque, c'est qu'on a moins de retour sur la pratique. Disons qu'on pense une constitution de toutes pièces, même si on analysait différentes constitutions, même si on analysait la pratique actuelle de la constitution, par exemple ici de la France, donc de la Cinquième République française, que j'ai analysé avec mes cours bien sûr, mais aussi personnellement dans la pratique, j'ai analysé, je me suis basé là-dessus pour en partie choisir mes arguments et essayer de créer une constitution nouvelle. Mais ça n'empêche que ce type de constitution, ce sont des constitutions qui ne naissent pas de la pratique. Il y a des biais aussi, hein, des constitutions qui naissent de la pratique, qui naissent d'un événement, par des acteurs déjà impliqués politiquement. Il y a des risques. Les risques que la constitution soit directement construite par rapport à la vision et surtout aux intérêts des acteurs qui vont la construire. Moi, j'ai pas d'intérêt en soi, en tout cas politique, immédiatement, à faire en sorte que cette constitution soit telle que je la propose. Bien sûr, par rapport à mes opinions politiques, c'est en accord, évidemment, mais je n'ai pas d'intérêt personnel à ce que cette constitution advienne. Bon, là, je m'égare un petit peu. L'idée ici, dans cette possibilité de Frankensteinisation, c'est en fait tout simplement que les pièces au début du Frankenstein, du monstre, eh bien, elles étaient déjà, dès le départ, impossibles à marier, impossibles à accorder, et donc le monstre, en se réveillant, va agir différemment de ce qu'on avait pensé, parce que les pièces vont, par exemple, se freiner mutuellement, s'empêcher de fonctionner. Une pièce empêchant l'autre de fonctionner, qui empêche une autre de fonctionner, qui rend une autre pièce beaucoup trop puissante, et ainsi de suite, créant un déséquilibre total et un dysfonctionnement, en fait, de la créature qui a été créée par le constituant. Donc on a vu les principaux risques, en tout cas ceux que j'ai identifiés comme étant des risques de frankensteinisation. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? Qu'est-ce qu'on risque en fait? Quel risque y a-t-il
à avoir des institutions Frankenstein. La première question, c'est quels risques peuvent apporter ces institutions Frankenstein? Il y a plusieurs risques, de nombreux risques, et un qui est important à mes yeux, c'est que les objectifs de la Constitution sont détournés ou plus poursuivis. Et je trouve ça important parce qu'une Constitution répond à un besoin historique ou théorique de changement. Par exemple, la Constitution de la Cinquième République, c'est une réponse au dysfonctionnement de la Quatrième République et à la guerre d'Algérie à l'époque. Moi aussi, dans cette série, je crée une constitution pour répondre à des manquements que j'analyse par rapport à la Cinquième République. Et donc je propose une nouvelle constitution, aussi par rapport bien sûr à mes idées, mais en opposition, en modification. Je m'inspire aussi bien sûr de la Cinquième République, mais pas que, et j'essaie de proposer quelque chose qui fonctionne par rapport à différents objectifs que je peux avoir, que ce soit des objectifs de stabilité, de consensus, de modes de décision différents, parfois des décisions différentes, de changement de la culture politique. Bref, il y a plusieurs objectifs qui sont possibles dans une constitution par rapport à un contexte donné. Et les institutions Frankenstein, ça peut détourner ces objectifs ou en tout cas faire en sorte qu'ils ne soient plus poursuivis par les acteurs politiques une fois que la constitution est en place. Autre risque, c'est bien sûr le césarisme ou la captation par l'exécutif, comme le régime parlementaire à captation présidentielle, c'est-à-dire ce qu'on a actuellement en Cinquième République. Certains disent régime semi-présidentiel. Moi, je suis d'accord avec un de mes profs qui avait dit que c'était un régime parlementaire à captation présidentielle. Alors, c'est possible qu'il l'ait tiré d'un autre juriste en droit constitutionnel ou d'une autre juriste en droit constitutionnel, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ça m'avait marqué et je suis complètement d'accord. C'est un régime parlementaire dans les textes, mais le plus souvent, les pouvoirs de l'exécutif qui sont forts, prévus aussi par les textes, hein, bien sûr, sont captés par la présidence, par le président ou la présidente de la République, qui exerce des pouvoirs très importants. Et quand il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui est en accord avec le gouvernement et aussi avec le président, du coup, eh bien, on a une majorité présidentielle et ainsi une captation présidentielle du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. C'est aussi fortement lié, bien sûr, au suffrage universel direct et à la concordance des élections présidentielles et législatives. L'élection présidentielle arrivant juste avant les élections législatives, eh bien, ça engendre souvent, pas toujours, mais ça engendre souvent, dans la Ve République, une majorité présidentielle et ainsi un régime parlementaire à captation présidentielle. Bref, j'ai fait un peu d'analyse là de la Ve République, mais on va continuer parce qu'il y a encore d'autres risques. Les dérives autoritaires, bien sûr, des institutions qui ne vont plus correctement, qui n'agissent plus conformément à ce qui a été prévu, peuvent devenir autoritaires. On l'a vu tout simplement avec le déséquilibre des pouvoirs en faveur d'un pouvoir autoritaire, quand on a évoqué juste avant comment pourraient advenir ces institutions Frankenstein. Ensuite, on a le risque d'instabilité, puisque la constitution, soit elle a été mal faite, soit elle a mal été appliquée, il peut y avoir une instabilité, avec des changements, par exemple, d'élus, de renouvellement de l'Assemblée nationale, des députés, ou alors de changements de gouvernement qui soient très fréquents et une instabilité politique importante. C'est tout à fait possible, et ça peut être dû à des institutions Frankenstein, comme ça peut être dû aussi à quelque chose qui est voulu ou qui est la conséquence logique d'une constitution qui soit, faite pour créer de l'instabilité ou qui soit faite par erreur pour créer l'instabilité, mais qui, dans les faits, produit bien cette instabilité. Mais comme je l'ai dit, ça peut être aussi à cause d'institutions Frankenstein. Pire que l'instabilité, ça peut être aussi des blocages, des pouvoirs n'arrivant plus à fonctionner correctement puisqu'ils sont déréglés, par exemple par des coutumes ou des conventions constitutionnelles qui ne fonctionnent pas très bien avec la Constitution en réalité. Les institutions Frankenstein, ça peut aussi créer de la déresponsabilisation des pouvoirs. Puisqu'on n'arrive plus vraiment à lire comment doit être interprétée la Constitution, comment doit être appliquée la Constitution, qui est responsable de quoi, du désordre potentiel, eh bien, c'est un risque quand les institutions ne fonctionnent plus comme c'était prévu. Et ça, c'est lié bien sûr à des possibilités de mauvaises décisions politiques puisque les dysfonctionnements peuvent engendrer des objectifs qui ne sont plus poursuivis, qui sont détournés, et donc des décisions politiques qui soient mauvaises si un des objectifs c'était qu'il y ait de bonnes décisions. Bon, bien sûr, ici je précise pas bonnes, mauvaises décisions, mais on peut tout simplement imaginer, de façon théorique, que des institutions qui ne fonctionnent plus comme prévu, eh bien, engendrent des décisions qui soient mauvaises. Blocage, instabilité, incapacité à prendre de bonnes décisions parce qu'il n'y a plus assez de temps pour réfléchir, parce qu'on est plus
sur la guerre politique et sur les blocages que sur une réelle réflexion et une réelle stratégie politique poussée et développée. C'est un exemple possible, c'est un risque potentiel des institutions Frankenstein. Et cette déresponsabilisation va aussi avec le risque de fonctionnement incompréhensible. Puisque les institutions ne fonctionnent plus comme prévu, on ne comprend plus comment elles fonctionnent. Ça peut être lié à de la prévisibilité, bien sûr, mais aussi à des conflits d'interprétation. Conflit d'interprétation, par exemple, entre un juge constitutionnel qui interprète d'une façon abusive la Constitution et des acteurs qui ont une pratique différente à la fois de ce que interprète le juge constitutionnel et aussi de ce que dit la Constitution quand on l'analyse dans sa lettre, ou en tout cas quand on se réfère à l'esprit de la Constitution, à ce que voulaient les constituants à la base. Et tout ça, ça crée de l'insécurité juridique. Donc ça, ce sont les risques des institutions Frankenstein. Quels sont les risques maintenant que ça arrive avec la Constitution de par la Constitution? C'est la question centrale de l'épisode et je vais y répondre. D'abord, est-ce qu'il y a un risque? Oui, il y a toujours un risque. En fait, il y a toujours un risque d'institution Frankenstein parce qu'il y a des situations qui sont imprévisibles. Même si une constitution essaie de penser tous les cas, tous les dysfonctionnements, tous les conflits, les relations entre les pouvoirs, comment ça pourrait dysfonctionner, quelle porte de sortie il peut y avoir en cas de dysfonctionnement majeur, en cas d'invasion, en cas de non-fonctionnement des pouvoirs publics. Même si on imagine tous ces cas-là, il y a des situations qui restent imprévisibles. Il peut y avoir des situations qui n'existaient pas avant. Aussi, chose importante, le pouvoir peut ne pas jouer son rôle ou s'écraser devant les autres. Un pouvoir qui ne joue pas son rôle ou qui s'écrase devant les autres, c'est un déséquilibre des pouvoirs, déséquilibre qui peut engendrer une pratique politique de la Constitution qui soit complètement différente de ce qui était prévu à la base. Aussi, il y a toujours un risque, ne serait-ce que parce que cette constitution ajoute beaucoup de nouveautés et pousse au compromis, à la recherche du consensus et à l'appui sur les connaissances scientifiques, du moins leur respect, et sur des débats d'arguments, ce qui n'est pas dans la culture politique française actuelle, qui est plus dans une logique de conflit, d'opposition entre majorité et opposition. Donc même si je propose ce changement de culture politique, est-ce que le système peut changer? Ça, c'est en essayant d'appliquer la Constitution qu'on pourra le voir. Mais même s'il y a un risque, eh bien, il y a aussi de nombreuses protections dans la Constitution contre ce risque. Ce que j'ai essayé de faire avec par la Constitution, c'est de mettre aussi en place des protections pour éviter une franchise de ce que je prévois dans par la Constitution. Par la construction même de la Constitution, il y a une protection. En fait, cette Constitution, vous l'avez bien remarqué, avec autant d'épisodes, autant de détails, eh bien, elle est complète et précise. Il y a de nombreux mécanismes de résolution de situations complexes, de conflits. Il y a une rationalisation, en fait, de la pratique politique et du fonctionnement des institutions. Aussi, il y a une collégialité pour l'exécutif. Et ça, c'est important pour diminuer le risque autoritaire. Avec les trois directeurs qui remplacent le Premier ministre dans ma constitution, donc trois directeurs à la tête du gouvernement, on a une diminution du risque autoritaire par la collégialité. C'est plus une personne qui décide, c'est au moins trois ensemble. Ou au moins deux, hein, si, s'ils sont pas d'accord entre eux et qui le font à la majorité, deux pourraient décider face à un qui n'est pas réellement d'accord. Mais en tout cas, c'est jamais une personne seule qui décide. Il y a aussi comme protection l'équilibre des pouvoirs que j'ai essayé de créer, où chaque pouvoir a ses rôles, sa force et sa raison d'être. Et aussi, le président de la République, qui devient président de la République arbitre dans ma constitution, avec bien sûr une forte légitimité populaire, mais qui est là non pas pour exercer le rôle de pouvoir exécutif, non, ça c'est au gouvernement de le faire. Lui, il est là en tant qu'arbitre, il est là en tant que gardien, il est là pour veiller, protéger et arbitrer les conflits. Donc il a une forte légitimité, mais il a moins de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir législatif, il n'a pas de pouvoir exécutif, il a un pouvoir d'arbitre, un pouvoir d'alerte, un pouvoir de régulation, de protection générale des institutions et de la Constitution, ce qui diminue aussi le risque forcément de captation présidentielle du pouvoir. Et enfin, dernière protection, une protection importante, c'est le juge constitutionnel, qui est indépendant, professionnel et puissant pour garantir le respect de la Constitution. Donc ça, ce sont les principales protections pour essayer d'éviter l'apparition d'institutions Frankenstein.
Si on reprend dans une conclusion tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que c'est les institutions Frankenstein? C'est lorsque la pratique d'une constitution s'écarte de son esprit, lorsque la pratique s'écarte de ce que voulaient les constituants. On peut résumer les risques de Frankensteinisation face aux protections que j'ai mis en place, que j'ai essayé de mettre en place, en tout cas le plus possible, dans par la Constitution. On a d'un côté le manque de précision de la Constitution. Moi, j'ai essayé de faire une Constitution complète et précise. Il y a des situations de blocage de la décision qui sont possibles en cas de Frankensteinisation. Moi, j'ai créé des mécanismes de résolution de conflits. Le président de la République arbitre participe aussi, avec ce rôle important, à résoudre les conflits. La captation par un exécutif autoritaire, moi, j'ai mis en place une collégialité pour l'exécutif. Le déséquilibre de pouvoir, j'ai essayé de penser à un équilibre des pouvoirs avec des rôles distincts et qui fonctionnent bien entre eux. Bien sûr, la constitution de la Cinquième République l'a essayé aussi, mais je pense qu'elle a échoué en donnant trop de poids au président de la République et au gouvernement. Mais ça, c'est mon avis, et c'est pour ça aussi que j'argumente sur le fait qu'il y a un meilleur équilibre dans ma constitution. Il y a aussi un risque de convention et de coutume constitutionnelle. Là, le président de la République, arbitre, gardien et représentant de droit, intervient aussi, puisqu'il est là pour mettre en garde, pour veiller à ce que la Constitution s'applique correctement. Mais c'est le juge constitutionnel indépendant, professionnel et puissant qui a un rôle majeur de protection de la Constitution. Même si, bien sûr, il y a toujours un risque d'interprétation abusive par le juge constitutionnel. Mais moi, la manière d'éviter ça, c'est de rendre le juge professionnel, c'est-à-dire que ce sont des juristes qui sont juges constitutionnels. Malheureusement, malgré ces protections contre ce risque de frankensteinisation, contre ces institutions Frankenstein, eh bien, il y a toujours un risque. La théorie ne peut pas prévoir l'imprévisible, les problèmes nouveaux, des détournements imprévus, des acteurs qui s'écrasent devant les autres, etc., etc. Ça, c'est difficile à prévoir. Même si, dans la Constitution, j'ai essayé de mettre en place des protections pour éviter ces institutions Frankenstein, bien sûr, je n'ai pas toujours pensé que ces protections étaient là pour éviter des institutions Frankenstein, mais par construction, je pense qu'il y a de bonnes protections pour éviter cette frankensteinisation des institutions. Mais le risque existe toujours, et un risque important, c'est de savoir si cette constitution tiendra. Si elle est mise en place, est-ce qu'elle tiendra? En fait, est-ce que son esprit radicalement nouveau réussira à faire changer le système politique? Eh bien, pour savoir ça, il faut essayer. Et lors du prochain épisode, eh bien, ce sera le dernier épisode de Parlons Constitution. Ce sera une conclusion finale. Je ne sais pas encore sous quelle forme, si ce sera une forme plus militante ou un résumé global de tout ce que j'ai dit dans Parlons Constitution. Bien sûr, pas aussi poussé que les derniers points d'étape où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'informations dedans. Je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement, mais on se retrouve bientôt pour l'épisode 80 de Parlons Constitution qui sera donc le dernier. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette série jusqu'ici. Merci à toutes et tous de continuer de liker, de commenter. N'hésitez pas à débattre toujours de ce que je dis, bien sûr, en toute bienveillance dans les commentaires ou sur Discord. Merci encore. C'était Elsker et à bientôt.